Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Après cette semaine de folie, on est passé d'une semaine rouge à une journée verte, ce qui est plutôt classique. Et la grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que la correction est terminée? Est-ce qu'on va repartir sur une alt season? Globalement, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on gère ce type de situation? Je sais que beaucoup d'entre vous, ceux qui sont là avec moi depuis longtemps, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on fait des vidéos ensemble, qu'on est ensemble tous les jours, vous êtes prêts, vous êtes préparés, vous avez assumé cette chute sans aucun souci. Par contre, il y en a certains qui ont craqué. Je l'ai vu en commentaire, je l'ai vu sur Twitter, et il faut comprendre pourquoi et vous préparer à ce type de mouvement. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas propre aux crypto et pourquoi la véritable correction pourrait arriver sous peu. Je vous explique tout. Déjà, on va peut-être revenir sur pourquoi on a corrigé aussi salement sur Bitcoin et sur les altcoins. Beaucoup vous diront que c'est la correction mi-cycle, moi aussi, certainement, à un moment donné, mais vraiment, le mouvement n'a pas été corrélé aux cryptos, et même très loin de ça, c'est lié principalement à la macroéconomie, on va expliquer pourquoi. Je vous ai reposté sur Twitter, notamment, ici, le fait qu'on avait un shutdown au niveau du gouvernement américain, et que les agences, les différentes institutions américaines étaient en train de se préparer à ce shutdown, parce que on avait une probabilité très élevée qu'il n'y ait plus rien au niveau du gouvernement américain. Alors si vous ne connaissez pas ça, c'est assez simple, c'est tous les ans, il y a une trésorerie, un montant nécessaire pour pouvoir fonctionner. C'est un peu le même principe, c'est un budget, c'est ce que l'on a eu aussi en France, une grosse discussion autour du budget d'ailleurs qui n'est pas totalement terminée, même pas du tout. Aux USA, c'est la même chose, sauf que ça se passe différemment, parce qu'aux USA, s'il n'y a plus d'argent, bah il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le gouvernement s'éteint, la notion de shutdown. Ça veut dire aussi qu'il y a une instabilité politique, entre guillemets, parce que c'est un jeu que l'on voit systématiquement. Et ça, c'est super important de le comprendre. On avait parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment en septembre, en expliquant qu'en fin d'année, on avait toujours ce jeu politique qui arrivait, où on faisait peur, très très peur, que l'économie américaine s'arrête, que les institutions américaines s'arrêtent, car il n'y avait plus d'argent dans la banque, parce que le nouveau budget doit passer, parce que le nouveau budget doit être voté. Et ce sont toujours des moments de discussion intense, et c'est les moments dans lesquels on essaie de faire passer un maximum de choses. Et globalement, on fait peur jusqu'au dernier moment pour ensuite valider le funding bill, qui est globalement le budget. Quand on sait ça, on sait très bien que le marché réagit à la baisse. On l'a vu sur le Nasdaq. Alors il y a eu une corrélation d'ensemble de mauvaises nouvelles, entre guillemets, dans lequel nous avons Jérôme Powell qui nous a expliqué globalement que il n'était pas forcément serein pour 2025 et qu'il allait avoir moins de diminution de taux, mais en l'occurrence, on a continué à diminuer les taux. Rajouté à ça, on a eu quelques chiffres qui n'étaient pas aussi bons qu'espérés. Avec la notion de shutdown, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une peur, plus une fin d'année, égale un Nasdaq, un S&P 500 qui ont chuté. Et forcément, à côté, BTC a pris sa claque. Mais c'est en même temps normal, et c'est plutôt logique. Et là, quand on comprend ça, on comprend que c'est un momentum de peur, lié aussi à une fin d'année qui est toujours complexe, aux USA principalement, parce que les institutions et les fonds financiers sont en train de clôturer et de valider les performances qu'ils ont effectuées sur l'année, qui sont essentielles pour leur bon fonctionnement, parce qu'un fonds d'investissement qui ne fait pas des bonnes performances, bah, globalement, il perd des clients. Et il faut qu'il valide impérativement ces bonnes performances, et en validant ces bonnes performances, ça sous-entend aussi clôturer un certain nombre de positions. Donc, des positions qui ont été on dézoome, majoritairement longue, donc c'est-à-dire à l'achat, et pour clôturer une position à l'achat, qu'est-ce qu'on fait? On vend. Donc globalement, cette bougie rouge que l'on a vu là sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, bah, ce sont des bougies rouges qui représentent la situation américaine, le combo avec la fin de l'année, et bah, tout simplement la petite danse du shutdown qu'on a régulièrement, pour ne pas dire toutes les années, parce que oui, pour continuer à subvenir aux besoins de l'État américain, il faut imprimer plus d'argent, et c'est ce qui a été validé, c'est ce qui sera systématiquement validé à chaque fois. À côté, on a le dollar américain qui est parti comme une roquette, ici, aller faire quasiment toucher les 109, on abuse un peu, on va dire 108,6,
ici, donc on a dépassé 108,5 et on a une volonté au dollar de montrer sa force, montrer que le dollar américain a un besoin de dominance par rapport à toute la communication que l'on a pu avoir sur les 2 dernières années sur la notion de dédollarisation. Donc on a une économie américaine qui est plutôt forte, on a la danse de fin d'année qui nous a montré qu'il y avait en effet une possible instabilité, une peur qui s'est effectuée, et on comprend très bien que quand on a une peur du shutdown, systématiquement, on doit racheter cette peur, en tout cas sur les indices. C'est quelque chose qui s'est toujours joué positivement, et on le voit aussi ici, parce que sur le Nasdaq, on a ravalé quand même beaucoup. Beaucoup bien sûr par rapport à la finance traditionnelle, 2,8%, c'est pas non plus énorme quand on a l'habitude de la crypto, et quand on regarde justement l'impact sur la crypto, bah oui, c'est vrai, il faut comprendre que sur la crypto, on a pris une claque. On a pris une claque, on a pris une bougie, on a pris de la liquidation sur BTC, sur les altcoins, mais quand on regarde un petit peu juste la volatilité, donc c'est-à-dire l'indice de volatilité pure de Bitcoin, donc qui montre à quel point on a pu chuter, et qu'on dézoome un petit peu, même beaucoup, on voit que la volatilité que l'on a eue dans cette mèche-là, elle est faible, elle ne correspond même pas à ce qu'on a connu ici le 6 décembre, ça ne correspond bien évidemment pas au 5 août qui a eu une volatilité énorme avec des clusters de liquidation énormes, et on n'est même pas à février 2024. Donc on a eu très peu de volatilité. Et ça c'est important parce que votre psychologie c'est ce qui va déterminer tout. Et ça c'est très important à comprendre parce que vous avez passé de l'euphorie à la peur, de la peur à l'euphorie, et ça c'est le marché financier classique. D'accord? Il y a une partie de psychologie qui est énorme, la stratégie est une chose, la psychologie est vraiment là pour déterminer si vous êtes suffisamment stable, suffisamment fort pour pouvoir tenir vos positions et appliquer votre stratégie pour pouvoir réussir votre bull run et réussir dans l'investissement en général. Et ça se voit beaucoup parce qu'encore une fois, ça, ce que je vous montre, c'est juste pour vous dire que la volatilité est très faible. On peut arriver dans des niveaux de volatilité, je dézoome, pour bien vous montrer, des niveaux de volatilité qui sont 3-4 fois supérieurs, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Donc vous devez être préparé, que ce soit sur du BTC, que ce soit sur des altcoins, ça va continuer comme ça. Et sur BTC, oui, on a eu des sorties de capitaux. Le 19 décembre, 671 millions. Hier, 20 décembre, 204 millions. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Non, c'est logique qu'on ait des entrées et des sorties. L'important, c'est que cette balance ici, qui est de 36 milliards, qui est quand même très conséquent en même pas un an, continue à monter sur le long terme. Ça veut dire qu'on a toujours des capitaux qui rentrent sur BTC. Et ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est de vous replacer où nous sommes dans le cycle, de dézoomer. Ce n'est pas parce qu'on regarde les cryptos et qu'on parle crypto tous les jours qu'on doit réagir à chaque émotion, à chaque nouvelle, et que l'on doit définir sa stratégie sur ce qui se passe jour à jour. Vous devez dézoomer, et ce graphique vous montre à quel point il est important de dézoomer. C'est la représentation, ici, réellement de chaque cycle. Donc là, on a 2024, 2021, 2017, par rapport au bottom, c'est-à-dire le plus bas. Et on voit qu'on est pile poil entre les deux. On est dans une représentation plutôt classique, et on est vraiment dans cette phase hyperbolique. Alors oui, je sais que ça ne se voit plus, vous ne le ressentez plus comme ça, mais dessus, je vous rappelle, on dézoome que nous venons de faire une accélération qui nous a passé d'un Bitcoin de 68 000 $ à 105 000 $, un petit peu plus. Comprenez bien que ça, c'est une accélération qui est énorme. Et si on regarde vraiment la mèche, c'est 108 000 $. Ça fait une accélération de 40 000 $ qui sont arrivés en quelques semaines. Et ça, on a tendance à l'oublier, et ça, c'est la beauté de la psychologie humaine, c'est-à-dire qu'on a la phase d'euphorie, et puis quand on s'habitue et qu'on range, qu'il n'y a plus trop de mouvement, on commence à se dire, oui, mais bon, qu'est-ce qui peut se passer? Et dès qu'on commence à avoir mouvement baissier, on va avoir la peur qui reprend, donc on est passé par l'euphorie, par l'habitude, puis ensuite par la peur, et on est reparti ensuite de façon très cyclique. Mais avant de parler de est-ce que c'est terminé, et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, et qu'est-ce que l'on doit attendre concrètement? Avant de répondre à toutes ces questions, et que vous aimez cette vidéo, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on va attaquer tout de suite le cœur du sujet. Est-ce que le retracement est effectué? Est-ce que le retracement est terminé? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus bas? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quel est l'indicateur qu'il va falloir aller chercher? Déjà, il faut comprendre que le mouvement que l'on a eu, ce n'est pas un mouvement qui est lié à BTC, c'est un mouvement qui est lié à la macroéconomie. Bitcoin n'était pas en surexposition, les altcoins non plus, il n'y avait pas forcément un besoin
de vider le train comme on peut avoir l'habitude de le faire, donc on a une respiration qui est plutôt normale. Par contre, on se dirige dans la fin de l'année. Ici, vous avez les marqueurs que j'ai mis déjà depuis un certain temps, qui est la fin du Christmas Rally et la réouverture du marché en janvier 2025. Il est fort probable que durant cette phase-là, globalement, il se passe pas grand-chose. Très peu de volatilité, assez peu de momentum, parce que les institutionnels et les différents gros acteurs du marché sont sortis du marché et se préparent à une nouvelle année. Et c'est quelque chose qui est plutôt classique avec le sell-off que l'on voit, qui s'est déroulé la bonne semaine, à quelques jours près, en l'occurrence ça avait commencé le 18 décembre, mais pour moi, on est plutôt dans quelque chose de classique, on n'est pas dans le retracement habituel très fort de BTC, et des altcoins qui est lié principalement à une surchauffe du marché. Le marché n'est pas en surchauffe. Ça, c'est vraiment important à retenir. Quand on regarde les funding rates de l'ensemble des altcoins, on voit que le marché n'est absolument pas en surchauffe. Ici, nous sommes en surchauffe. Là, ce n'est pas le cas. Et si on dézoome, encore une fois, à un an, pour bien voir ce qui s'est passé en 2024, ça, c'est une forme de surchauffe. Là, je suis dans les funding rates. Ça représente les frais qui sont payés pour maintenir une position acheteuse sur les altcoins. Plus ça tire vers l'orange, plus il faut s'inquiéter. Là, on est très très loin du orange. Ça veut dire qu'on a un marché qui est plutôt stabilisé. Les altcoins sont plutôt stables, on est à 50%. BTC, on n'est pas en surlevier, on va revenir dessus. Mais regardez-moi l'open interest ici, on n'est pas dans quelque chose qui est en train d'arracher à la hausse. Non, on a un open interest qui est plutôt contrôlé avec un funding rate qui est plutôt bas. Ça veut dire que le marché n'est pas là pour liquider et continuera à les liquider de cette façon-là. Par contre, on a un mouvement qui est vraiment propre au marché de la crypto, notamment au niveau du BTC. C'est ici une respiration qui est plutôt classique, dans une phase de travail d'une barre qui est toujours importante, qui est 100 000 $. Là-dessus, on a fait une première attaque, une deuxième attaque, on voit qu'on lutte toujours sur les 100 000 $, on n'arrive pas à consolider au-dessus, on n'arrive pas à créer en fait un gros support avant d'éclater à la hausse. Donc ça, c'est plutôt classique, c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans la rupture des 10 000 $, qu'on a déjà vu sur des ruptures de niveau clés, dans lequel on a une phase psychologique qui est très forte. Et 100 000 $, comprenez bien que c'est certainement un des breakers psychologiques les plus importants qui existent au niveau de Bitcoin. C'est les 6 chiffres. Les 100 000 $, pour ceux qui ont acheté à 1000 $, c'est de la performance ultime. Encore une fois, nous sommes dans un niveau qui est vraiment important, et dans lequel nous avons des institutionnels qui rentrent, on a une représentation d'un shift peut-être idéologique, même au niveau de Bitcoin, avec Donald Trump et sa politique pro-crypto, la notion d'une réserve étatique et fédérale des US autour de Bitcoin, on a une réflexion qui est autour de ça. Donc on a un niveau qui est normal de travailler. Maintenant, le niveau vraiment clé, c'est, je vous l'ai dit, c'est les 90 000 $. On ne doit pas casser les 90 000 $, on ne doit pas s'instancier en dessous de cette zone-là. Si on commence à breaker et à consolider en dessous, ça veut dire que certainement nous sommes dans cette phase de respiration qui va être beaucoup plus agressive, et là il faut se préparer à un BTC qui fait moins 25, moins 30%. Parce que globalement, ce que l'on a vécu, c'est même pas un tiers de ce que l'on devrait vivre habituellement. C'est-à-dire que là, quand on regarde la chute que l'on a vécue, pas un tiers, la moitié de ce qu'on a vécu. On a vécu une chute de moins 15%, on a ravalé à moins 11%. Et quand on a réellement une correction, c'est moins 30%. Moins 30%, si on regarde ce qu'il en est, moins 30%, on arrive dans les 76 000 $. Comprenez bien que là, le shift psychologique va être beaucoup plus compliqué pour ceux qui sont arrivés, bien évidemment, au top, surtout dans les altcoins, où là-dessus, on risque d'avoir mal, très très mal. D'où l'intérêt d'avoir une stratégie, d'où l'intérêt de comprendre ce que l'on fait et de ne pas acheter sur émotion et surtout ne pas réagir dans l'émotion. Le nombre de personnes qui me disent « Est-ce qu'il faut que je rachète maintenant? Est-ce que je dois me réexposer ?» Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est « Est-ce que ça fait partie de ce que vous aviez défini à l'origine ?» C'est-à-dire que vous aviez des prises de profit, vous réallouez une partie de vos prises de profit dans du renforcement, à quel niveau? Est-ce que vous avez déjà laissé vos ordres, peut-être d'achat? En fait, c'est une réflexion globale. La réflexion émotive, qui est une réaction par rapport à un mouvement de marché, ne doit pas avoir sa place dans de l'investissement, et surtout dans un marché aussi volatile que BTC. Et ça, c'est très important, surtout si vous n'avez pas d'expérience. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un guide 100% gratuit, 40 pages, qui vous explique, ce qui va se passer psychologiquement, par exemple ici, dans ce phase de correction, ou dans des phases de FOMO, 2, une stratégie d'achat et de renforcement, et 3, une stratégie de vente pour pouvoir prendre vos profits, et pouvoir justement gérer plus simplement ces périodes de retracement. Alors, là-dessus, je suis en train de vous dépeindre, principalement, un BTC qui ne va
pas retracer plus de 30%. En tout cas, je vous explique que c'est un mouvement qui est plutôt macro, et qui n'est pas lié à Bitcoin, donc on n'est pas dans le retracement des 30%. Alors oui et non, là-dessus, il y a deux vecteurs qui vont être très importants. Parce qu'on a un vecteur déclencheur, qui n'est pas un vecteur crypto, donc qui est quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu connaître historiquement, et deuxièmement, il va falloir voir la réaction crypto tout court. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'on a clôturé les marchés traditionnels, il n'y a plus rien qui se passe dessus, maintenant il reste nous, acteurs crypto, et très peu d'acteurs institutionnels, même si on a quelques-uns. On a le CME qui a clôturé, donc qui est cette bougie-là. Maintenant, on est entre nous. Voilà, entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, oui ou non, on est dans une démarche à accompagner le cours vers la baisse? Est-ce que l'impact a été psychologiquement trop fort, avec des phases de capitulation qui sont très fortes, parce que beaucoup de personnes sont rentrées dans cette zone-là sans stratégie, sans contrôle du risque, donc forcément sont sous l'eau. Et là, il va falloir se poser des questions, parce que on a bien touché ici la sell zone dont on avait parlé dans les quotidiennes, réaction très forte, et j'ai envie de vous dire, on est dans une sell zone de cette partie-là. On a comblé une imbalance très présente ici, qui est pareil, là, une sell zone. Maintenant, la continuité de ça sous-entendrait que on va faire, encore une fois, une chute. Ça veut dire qu'on va baisser de cette façon-là. Et si on le fait sans une action du marché traditionnel, ça sous-entend, et ça validera bien, le fait qu'on est dans le retracement qui va avoir lieu, et c'est un retracement qui a plusieurs temps. Comprenez bien qu'il y a plusieurs phases dans ce retracement. Ça peut être une première jambe suivie d'une deuxième jambe, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tout ça, ça pourrait être une première jambe, qui pourrait soit être terminée, soit continuer, pourquoi pas, jusqu'au 90, ravaler toute une partie, pour ensuite faire une deuxième jambe ici. Pourquoi je vous dis ça? Simplement, regardez l'historique de BTC. Regardez comment le cours fonctionne, vous allez voir que, historiquement, ça ne se fait pas en une seule unique bougie, ça se fait dans une consolidation qui dure plusieurs semaines de respiration, et c'est vrai que la fin de l'année et le début de l'année peuvent être propices à ce type de mouvement-là. Et là-dessus, la volatilité va jouer énormément. C'est pour ça que je voulais présenter. Pourquoi ça va jouer énormément? Parce que quand la volatilité va baisser, les personnes qui ne sont pas formées, qui ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont investi, quelle est la stratégie qu'ils ont, et qui n'ont pas forcément un mental suffisamment fort, vont se dire « mais en fait il se passe plus rien, on a chuté, moi j'ai acheté peut-être pas au bon moment, en fait c'est terminé, etc. » Et en fait, cet écrasement de la volatilité va user les personnes. Pour ceux qui étaient là durant la phase de bull flag, c'est-à-dire ce bull flag là, on va le remettre de façon à bien montrer ce qui s'était passé à cette époque-là, qui était en l'occurrence très dur, hein, qui était cette chute-là, là c'était compliqué à accepter. C'était vraiment très compliqué à accepter, ça a duré 6 mois, beaucoup de personnes étaient usées, et à la fin, personne ne croyait à l'acceptation ici, et à l'accélération. Le mois de septembre, le mois d'août, je m'en souviens de commentaires qui étaient sous la vidéo, qui étaient des personnes au bord du craquage, et je pense que même ceux qui sont encore là, étaient aussi à la limite du bord du craquage, parce que c'était long, c'était dur, et il se passait rien, globalement rangé, on ne savait pas si on allait éclater. Et qu'est-ce qui se passerait si on était dans la même phase? Si on était dans une phase qui se déroulerait de cette façon avant de pouvoir rééclater. Savoir est-ce que ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas. Il faut juste se préparer à ces possibilités, même si je pense que le Q1 et le Q2 2025 vont être des bons trimestres, ça n'empêche qu'on peut avoir des périodes qui peuvent être compliquées, parce qu'on l'a déjà vécu ici, on l'a déjà vécu ici, durant cette phase de lancement des ETF, avec un sales news qui a été relativement dur, dans cette phase de consolidation, quand on est sorti de la crise avec SVB, donc la Silicon Valley Bank qui s'est effondrée, globalement, ce sont des zones de consolidation, on a l'habitude de les vivre, et c'est quelque chose que l'on pourrait, pourquoi pas, revivre ici. C'est pas parce que dans un cycle précédent, on n'a pas eu autant de cycles de consolidation, qu'on ne doit pas se préparer à avoir ça. Psychologiquement, on doit être prêt. Donc pour moi, c'est globalement les scénarios que je retrouve. On va entrer dans une phase qui va être une phase de consolidation ou de chute, ici. C'est les deux phases que l'on va structurer. Je ne pense pas qu'on va avoir une hyper-accélération, mais si on a une hyper-accélération, il va falloir surveiller de très très près ce qui va se passer dans cette partie-là. D'accord? Dans les 105 000 $, si on a une phase d'accélération et qu'on stagne dans les 105 000 $, là on aura potentiellement une première jambe, une deuxième, pour préparer une troisième. Parce que oui, je pense que le Q1 et le Q2 2025 vont être des très très bonnes périodes, mais encore une fois, il ne faut pas être pressé. C'est pas demain, il y a le temps, il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois. On peut très bien avoir une fin d'année de stagnation, ou une fin d'année de correction, pourquoi pas, et un début d'année, pareil.
Quand on regarde ce qui s'est passé dans les cycles précédents, c'est quelque chose que l'on a déjà vu, peut-être pas dans les mêmes time frames, peut-être pas dans les mêmes momentum, mais c'est quelque chose que l'on a déjà vu. Mais je vous rappelle que le marché en lui-même va bien, il n'y a pas de surexposition, il n'y a pas de mouvement réellement de foule, on a le funding rate qui est toujours bon, on a l'open interest qui est plutôt stable, on a des rachats qui sont effectués au niveau des positions des top traders, donc ça veut dire que ici on maintient les cours, il n'y a pas de capitulation, personne n'est en train de capituler, car là c'est juste purement la psychologie qui est en train de se jouer, et en même temps de la liquidité. On avait parlé de cette zone des 90 000, le fait d'aller faire une mèche pour liquider toute cette partie-là est tout à fait cohérent. Et quand on regarde ce qui se passe là durant cette chute-là, on voit qu'on est en train de recréer beaucoup de liquidités au-dessus des 100 000, qui va aider à dynamiser en fait l'accélération haussière, ce qui est plutôt bénéfique, in fine, quand on aura terminé cette phase de corrélation et de consolidation émotive. Parce que là, on a retiré tous les artifices, là on a juste le cours qu'on est en train de voir. On voit qu'on a une borne basse qui est dans les 90 000, une borne haute qui est globalement dans les 104 000, 108 000 avec quelques zones, mais pourquoi pas avoir un range qui va se créer dans cette période-là avec une forme de respiration où psychologiquement on va effacer les personnes qui ne sont pas prêtes pour pouvoir réaccélérer derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les altcoins ont souffert, mais ont super bien réagi aussi. C'est pareil, quand on regarde, ici c'est très représentatif, on voit qu'on a des journées qui repassent vraiment ouvertes avec des plus 20, plus 30% sur certaines cryptos, et quand on regarde réellement ce qui s'est passé sur la semaine, on voit qu'on a réabsorbé une grosse partie de la chute. Donc on a un momentum qui est fort, mais comprenez bien que les altcoins, bien qu'il y ait des opportunités, ça ne veut pas dire qu'on repart dans une altcoin season demain, ça ne veut pas dire que là on est dans les 80, ça veut juste dire que potentiellement on a une force au niveau des altcoins, on est en train de respirer, ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités de renforcement à partir du moment où ce n'est pas lié à de l'émotion, mais purement à une stratégie dans laquelle vous avez déjà prévu différents paliers en prenant en considération deux choses. C'est que 1, oui, on peut être dans une phase de stagnation, 2, oui, on peut continuer à aller chercher plus bas, donc ça veut dire que dans mes altcoins, il faut que je prépare cette partie-là pour pouvoir étaler mes ordres et pouvoir bénéficier en effet d'opportunités si jamais on va chercher plus bas, et en même temps être ok avec le fait qu'on n'y aille pas. Et c'est là où c'est toujours plus compliqué. Parce que regardez, on est bien allé chercher ici cette ligne, les 60%, quasiment au millimètre près. Quand on voit ça, on comprend aussi qu'il y a une forme de dynamique pure. Et les 60% sont un niveau vraiment clé. Et quand on regarde en plus la typologie d'impulsion que l'on a au niveau de la dominance, parce que là c'est la représentation de Bitcoin par rapport à l'ensemble des cryptos, on voit qu'on a une accélération, une respiration, accélération, respiration. Là on est dans une respiration. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à avoir encore une dominance qui éclate et qui fasse un plus haut, mais ça veut aussi dire que potentiellement on peut avoir fait A, B, C, donc une fin de retracement, pour avoir une continuité baissière qui serait plutôt classique, et si on a une dominance qui baisse avec un BTC qui stagne ou qui pousse, ça c'est full positif, ça veut dire qu'on va avoir une altcoin season qui va repartir à la hausse. Mais encore une fois, l'alcoin season, on comprend qu'il y a beaucoup de volatilité, beaucoup plus que sur Bitcoin, et la crypto déjà de base très volatile. Bitcoin, c'est très volatile. Et donc, vous devez être solide psychologiquement, ne pas penser que c'est up only. Vous allez avoir des hausses et des baisses qui vont être continuelles. Et ça, c'est la force aussi des cryptos. C'est-à-dire que, comprenez bien l'opportunité qu'on a avec les cryptos, l'accélération que l'on peut voir, que ce soit sur Bitcoin, que l'on peut voir sur même Total 3. Là, je vous ai montré une vision qui est très court-termiste, mais on va dézoomer. Enfin, en termes d'opportunités, on a des hyper-accélérations. Quand on voit ça, ce sont des opportunités en or, mais qui dit opportunité, de ce niveau-là, veut dire aussi risque qui peut être lié à ces opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut consolider les deux, avoir une bonne gestion du risque, et comprendre ce dans quoi on est en train de se lancer, et avoir, des bons alts, des bonnes zones d'achat, et surtout, un bon mental pour être prêt à réussir. Parce que n'oubliez pas que, finalement, tous ceux qui rentrent dans le bull run, une minorité en ressortent gagnants parce que c'est la psychologie, c'est pas les cryptos en général, c'est juste les personnes qui ne comprennent pas ce pourquoi elles se sont lancées, comment elles se sont lancées, et surtout n'ont pas conscience de l'effort et de la difficulté psychologique qu'il va y avoir durant tout ce run, parce qu'encore une fois, on est au début. Pour moi, si je prends BTC, que je dézoome, les 100 000, pour moi, c'est une rupture qui ressemble à cette rupture-là, d'accord? Aux 20 000, globalement, un petit peu l'idée. Donc il nous reste encore tout ça à faire.
Peut-être en janvier, on aura ici un véritable retracement, peut-être le retracement est maintenant, mais in fine, on est juste dans cette zone-là. Il nous reste encore toute la phase parabolique à avoir sur BTC et aussi sur les altcoins. Et je pense sincèrement qu'il faut juste le prendre en considération, vous apaiser et comprendre que c'est quelque chose qui va revenir et vous devez être juste préparé, vous et vous-même. Alors je suis désolé de faire un long laïus sur principalement la psychologie, mais c'est vraiment essentiel. Quand je vois les retours que je peux lire, quand je vois les questions qu'on me pose, que ce soit en privé, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans le groupe, systématiquement, je vois que la psychologie, c'est ce qui détermine si on réussit ou non. Si on est capable de pouvoir tenir ses positions, si on est capable de ne pas vendre trop tôt ou de ne pas vendre trop tard, d'appliquer la stratégie qu'on a mis en place. Et c'est vraiment le vecteur de réussite. Il n'y a pas autre chose. Peu importe au moment où vous rentrez, si vous avez une bonne psychologie, vous avez conscience du risque que vous prenez et que vous êtes capable de pouvoir gérer ce risque-là, généralement vous allez en sortir gagnant. Le problème c'est que si c'était si simple, on n'aurait que des millionnaires, que des gagnants en crypto. Ce n'est pas le cas, comprenez bien que ce n'est pas simple, c'est compliqué. Vous l'avez vécu là, à petite échelle, aujourd'hui, et je peux vous assurer qu'on aura d'autres drawdowns, d'autres continuités baissières qui seront beaucoup plus fortes, que ce soit celle-ci avec une continuité, ou que ce soit plus tard dans le cycle, je peux vous assurer que vous allez ressentir x2, x3 dans les mois qui vont se passer, parce que c'est la force du bullrun, c'est la force des cryptos, parce que si vous voulez réussir, vous devez vous donner les moyens. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu différente, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et bien évidemment, likez, partagez à qui ça peut aider, bien évidemment, je pense que vous connaissez peut-être d'autres personnes qui ont grandement souffert, partagez cette vidéo, j'espère que ça peut les aider, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.